Un millionnaire aperçoit dans la rue un enfant pauvre portant le collier de sa fille disparue. Ce qu'il va découvrir bouleversera son existence. Le monde de Thomas M. s'effondra au moment précis où son regard se posa sur le petit pendentif doré accroché au cou sale d'un enfant des rues. Ses mains tremblèrent si fort qu'il faillit laisser tomber son téléphone portable, et son cœur s'emballa comme s'il avait reçu une décharge électrique. Ce collier était impossible. Cela devait être impossible. Sophia, murmura-t-il le nom de sa fille disparue, sentant les larmes lui piquer les yeux pour la première fois en 5 ans. Thomas rentrait d'une autre réunion d'affaires frustrante lorsqu'il décida de prendre un autre chemin dans les rues du centre-ville de Chicago. À 42 ans, il avait bâti un empire immobilier évalué à 300 millions de dollars. Mais toute sa fortune n'avait pas réussi à lui offrir la seule chose qui comptait vraiment, retrouver sa fille de 6 ans, mystérieusement disparue lors d'une promenade au parc. L'enfant ne devait pas avoir plus de 10 ans. Il était assis sur le trottoir, adossé au mur de briques rouges d'un bâtiment abandonné, vêtu de vêtements déchirés et les pieds nus et blessés. Ses cheveux bruns étaient ébouriffés et son visage émacié montrait des signes évidents de malnutrition. Mais c'est ce collier qui glaça le sang de Thomas. C'était exactement le même que celui qu'il avait lui-même offert à Sophia pour son 5e anniversaire. Un pendentif en forme d'étoile avec une petite émeraude au centre, fait sur mesure par un bijoutier exclusif de New York. Seules 3 pièces identiques existaient dans le monde entier, et il savait exactement où se trouvaient les 2 autres. Thomas gara brusquement sa Bentley sur le trottoir, ignorant les coups de klaxon agaçants des autres conducteurs. Ses pas étaient incertains tandis qu'il s'approchait de l'enfant, qu'il observait avec de grands yeux effrayés, comme un animal blessé, prêt à fuir à tout moment. « Bonjour », dit Thomas, essayant de contrôler sa voix qui trahissait son agitation intérieure. « Ce collier, d'où le tiens-tu » L'enfant se recroquevilla davantage contre le mur, serrant une sacoche en plastique sale qui semblait contenir toutes ses affaires. Ses yeux bleus, étrangement similaires à ceux de Thomas, l'analysaient avec un mélange de méfiance et de peur. « Je n'ai rien volé », murmura l'enfant d'une voix rauque. « Il est à moi. »« Je ne dis pas que tu l'as volé. » Thomas s'agenouilla lentement, essayant de paraître moins menaçant. « Je veux juste savoir d'où tu le tiens. » Il ressemble beaucoup à un que je connaissais. Pendant un instant, quelque chose traversa les yeux de l'enfant, une étincelle de reconnaissance ou peut-être juste de la curiosité. Il toucha le collier instinctivement, comme s'il s'agissait d'un talisman protecteur. « Je l'ai toujours eu », répondit-il simplement. « Aussi loin que je me souvienne. » Ces mots frappèrent Thomas comme un coup de poing dans l'estomac. Comment était-ce possible ? Son esprit rationnel luttait contre les possibilités impossibles qui commençaient à prendre forme. L'enfant avait l'âge qu'il fallait, approximativement. Les yeux étaient de la même couleur. « Et ce collier ? Comment t'appelles-tu » demanda Thomas, sentant sa voix défaillir. « Alex » dit l'enfant après une hésitation. « Alex Thompson. » Thompson n'était pas le nom de famille que Thomas s'attendait à entendre, mais, Alex, la manière dont l'enfant le prononça, sonnait répété, comme s'il n'était pas vraiment le sien. « Depuis combien de temps vis-tu dans la rue, Alex » ? « Quelques années » fut la réponse évasive. « Pourquoi poses-tu tant de questions ? Es-tu policier » Thomas secoua la tête, mais son esprit bouillait. Il y a 5 ans, Sophia disparut sans laisser de traces. 5 ans d'enquête privée, de récompenses en millions, de nuits blanches, à suivre chaque piste possible. Et maintenant, il y avait là un enfant avec le collier unique de sa fille, d'âge compatible, avec les yeux de la même couleur. « Écoute, Alex, » dit Thomas, sortant son portefeuille. « As-tu faim ? Puis-je t'acheter quelque chose à manger » L'enfant regarda l'argent avec un besoin évident, mais garda ses distances. Thomas se rendit compte qu'il était intelligent. Il savait que rien dans la vie n'était gratuit, surtout venant d'étrangers bien habillés. « Pourquoi ferais-tu ça » demanda Alex. Et il y avait une sagesse précoce dans sa voix qui brisa le cœur de Thomas. « Pourquoi » Thomas s'arrêta, se rendant compte qu'il ne pouvait pas simplement dire la vérité, pas encore. « Parce que tout le monde mérite un repas chaud. » Pendant qu'il observait l'enfant considérer son offre, Thomas sentit un mélange accablant d'espoir et de peur. Si ses soupçons étaient corrects, il était face au plus grand miracle de sa vie. Mais s'il se trompait, il était sur le point de détruire le peu qui restait de sa raison.
Une chose qu'il savait avec certitude, il ne partirait pas d'ici sans découvrir la vérité sur ce collier et sur l'enfant qui le portait, même si cette vérité changeait tout pour toujours. Si cette histoire vous plaît et que vous voulez découvrir les secrets derrière cette rencontre improbable, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun détail de cette passionnante épopée. Alex accepta finalement l'invitation à manger, mais resta tendu pendant tout le trajet jusqu'au petit café du coin. Thomas observait chaque mouvement de l'enfant, cherchant des signes, le moindre détail qui pourrait confirmer ou détruire ses soupçons grandissants. La façon dont Alex tenait la fourchette était étrange, comme s'il n'était pas habitué au couvert. Plus étrange encore était la façon dont il vérifiait constamment les sorties de l'établissement, toujours prêt à s'enfuir. « Depuis combien de temps tes parents sont-ils morts » demanda Thomas avec prudence tout en observant le garçon dévorer le sandwich comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Alex cessa de mâcher pendant une seconde. Ses yeux se durcirent. « Je n'ai pas eu de parents. J'ai grandi dans des foyers d'accueil. » Et le collier ? Quelqu'un te l'a donné quand tu étais bébé ? Je ne sais pas. Alex haussa les épaules, mais Thomas remarqua comment sa main protégeait instinctivement le pendentif. Il a toujours été avec moi. C'est tout ce que j'ai. Cette réponse envoya des frissons dans le dos de Thomas. Sophia aussi avait l'habitude de protéger ce collier exactement de la même manière. C'était un geste inconscient, mais identique. Quel a été le dernier foyer où tu as vécu ? Insista Thomas, essayant d'avoir l'air désinvolte. Les Morrison à Détroit, dit Alex rapidement, mais quelque chose dans son expression semblait forcé. J'ai fui de là-bas il y a 2 ans. Détroit n'était qu'à 4 heures de Chicago. Thomas sentit son cœur s'accélérer à nouveau. La chronologie avait du sens, beaucoup de sens. Pourquoi as-tu fui ? Alex resta silencieux pendant un long moment, les yeux fixés sur son assiette. Quand il parla enfin, sa voix était chargée d'une amertume qu'aucun enfant ne devrait porter. Il me battait. Il disait que j'étais problématique, que je causais des problèmes, que je ne servais à rien. La rage qui explosa dans la poitrine de Thomas fut si intense qu'il dut s'accrocher à la table pour ne pas se lever brusquement. L'idée que quelqu'un blesse cet enfant, que quelqu'un blesse possiblement sa fille, fit bouillir son sang. « Ils t'ont blessé » demanda-t-il, la mâchoire serrée. Alex hocha brièvement la tête, mais changea ensuite de sujet. « Pourquoi es-tu gentil avec moi ? Personne ne l'est. » Thomas sentit une boule dans la gorge. « Parce que tu me rappelles quelqu'un de très spécial. » Qui ? Ma fille. Elle a disparu il y a 5 ans. Les yeux d'Alex s'écarquillèrent et pendant un instant Thomas vit quelque chose passer dans ses yeux, un éclair de reconnaissance ou peut-être de peur, mais ce fut si rapide qu'il ne fut pas certain de l'avoir imaginé. « Je suis désolé, » murmura Alex. Et il y avait une sincérité authentique dans sa voix. Thomas sortit son téléphone portable et lui montra une photo de Sophia, la dernière qu'il avait prise avant sa disparition. La petite fille souriait radieusement, portant le collier identique à celui que portait Alex. La réaction de l'enfant fut immédiate et terrifiante. Il devint livide, ses mains commencèrent à trembler et il repoussa le téléphone comme s'il brûlait. « Je ne veux pas le voir, » dit-il d'une voix étranglée. « Alex, ça va ? Je dois y aller. » L'enfant se leva brusquement, prenant sa sacoche. « Merci pour le repas. » « Attends. » Thomas se leva aussi, désespéré. « S'il te plaît, ne pars pas. Je peux t'aider. » « Personne ne peut m'aider, » dit Alex. Et il y avait une tristesse profonde dans ses mots. « Je suis invisible. Je l'ai toujours été. Tu n'es pas invisible pour moi. » Alex s'arrêta à la porte sans se retourner. « Pourquoi pas ? Au final, tout le monde m'abandonne. » « Parce que je reconnais quelque chose en toi, » dit Thomas avec honnêteté. « Quelque chose qui me dit que tu es spécial, très spécial. » L'enfant se retourna finalement et Thomas vit des larmes dans ses yeux. « Tu ne me connais pas ? Si tu me connaissais, tu fuirais aussi. » « Pourquoi dis-tu ça ? » « Parce que je suis maudit, » murmura Alex. « Tous ceux qui s'approchent de moi finissent blessés ou s'en vont. Il vaut mieux que je sois seul. » Avant que Thomas ne puisse répondre, Alex sortit en courant du café. Thomas tenta de le suivre, mais l'enfant connaissait mieux les rues et disparut dans les ruelles comme une ombre. Thomas resta debout sur le trottoir, respirant avec difficulté,
l'esprit travaillant frénétiquement. La réaction d'Alex à la photo de Sofia avait été trop spécifique, trop intense pour être une coïncidence. Et ce mot, maudit, résonnait dans son esprit de manière perturbante. Cette nuit-là, Thomas fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il appela Marcus Johnson, le détective privé qui avait travaillé sur l'affaire Sofia. Si ses soupçons étaient corrects, il allait avoir besoin d'aide professionnelle pour découvrir la vérité. Marcus, c'est moi, Thomas Mich. J'ai besoin que tu rouvres le dossier de ma fille. Thomas, après 5 ans, qu'est-ce qui a changé? J'ai rencontré un enfant qui portait le collier de Sofia. Le silence à l'autre bout de la ligne fut long. Quand Marcus parla enfin, sa voix était sérieuse. Je serai là demain matin. Et Thomas, ne fais rien seul avant que j'arrive. Si c'est ce que tu crois que c'est, cela pourrait être bien plus dangereux que tu ne l'imagines. Marcus Johnson arriva au bureau de Thomas à 7 heures du matin, portant un volumineux dossier et avec une expression grave que Thomas connaissait très bien. Le détective avait vieilli au cours des 5 dernières années. Ses cheveux gris étaient maintenant complètement blancs et de nouvelles rides marquaient son visage tanné, mais ses yeux restaient aussi perçants que ceux d'un faucon. « Raconte-moi tout », dit Marcus, étalant de vieilles photos de Sofia sur le bureau en acajou. Chaque détail, aussi minime soit-il. Thomas relata la rencontre avec Alex, décrivant la réaction de l'enfant à la photo, sa fuite soudaine, surtout ce mot perturbant, maudit. Marcus écouta en silence, prenant des notes occasionnellement. Quand Thomas eut fini, le détective resta pensif pendant quelques minutes avant de parler. « Thomas, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit à propos de l'affaire Sofia, quelque chose que j'ai découvert dans les dernières semaines avant que tu n'annules l'enquête. » Le cœur de Thomas s'arrêta presque. « Quoi ? » Nous avons trouvé des preuves que l'enlèvement n'était pas fortuit. Quelqu'un surveillait ta famille depuis des mois. Et il y avait des indices que Sofia avait été emmenée par un réseau organisé qui altérait l'identité des enfants. Altérait comment? Marcus hésita avant de répondre. Il changeait l'apparence, les documents, même le genre des enfants quand c'était nécessaire. C'était une opération sophistiquée, Thomas, très sophistiquée. Thomas sentit le monde tourner autour de lui. Es-tu en train de dire que Sofia aurait pu être élevée comme un garçon pour ne pas être reconnue? Oui, c'est une possibilité que j'avais envisagée à l'époque. La rage explosa dans la poitrine de Thomas comme un volcan. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que nous n'avions pas suffisamment de preuves et tu étais déjà brisé. J'ai pensé que ce serait cruel de te donner de faux espoirs. Thomas se leva brusquement et marcha vers la fenêtre. 5 ans. 5 ans à chercher une fille, alors que j'aurais aussi dû chercher un garçon. Les Morrison de Détroit, dit Thomas soudain. Alex a mentionné ce nom. Nous pouvons enquêter sur eux. Marcus tapait déjà sur son ordinateur portable. Je vérifie maintenant. Voici James et Patricia Morrison, Détroit. Dossier d'adoption temporaire jusqu'à il y a 3 ans, quand ils ont perdu leur licence. Pourquoi? Multiples signalements d'abus. Intéressant. Voici une note sur un garçon qui s'était enfui de chez eux. Sexe masculin. Âge approximatif de 8 ans à l'époque. Thomas revint au bureau, son cœur battant la chamade. C'était probablement Alex. Mais Thomas, il y a autre chose. Les Morrison n'étaient pas seulement des parents adoptifs abusifs. Ils avaient des liens avec le même réseau que nous soupçonnions d'être impliqués dans l'enlèvement de Sofia. Le silence qui suivit fut lourd. Thomas traitait l'information, sentant que les pièces d'un terrible puzzle s'assemblaient. Nous devons retrouver Alex immédiatement, dit-il finalement. Je suis d'accord, mais d'abord, faisons les choses correctement. J'ai besoin d'un échantillon de ton ADN pour comparaison et nous allons élaborer un plan pour localiser l'enfant sans l'effrayer à nouveau. Thomas passa les heures suivantes à fournir son échantillon biologique et à travailler avec Marcus pour cartographier les lieux où les enfants des rues avaient l'habitude de se réfugier à Chicago. C'était un travail méticuleux, mais nécessaire. À 15 heures, ils reçurent un appel qui allait tout changer. C'était une jeune voix féminine. Je m'appelle Sarah Chen. Je travaille au refuge série pour enfants abandonnés. Un enfant est arrivé ici ce matin, demandant de l'aide. Il a dit qu'un homme riche le cherchait et a montré une carte de visite avec votre nom. Thomas faillit laisser tomber le téléphone. Alex, un enfant aux cheveux bruns avec un collier doré?
Oui, le même, monsieur Mich. Il est terrifié. Il dit que de méchants hommes le cherchaient, qu'ils l'avaient finalement trouvé. Le sang de Thomas se glaça. Quels hommes? Il n'a pas voulu donner de détails. Mais, monsieur Mich, il se passe quelque chose d'étrange ici. 2 hommes sont venus le chercher il y a 1 heure. Ils ont dit être des services sociaux, mais quelque chose ne collait pas. Alex s'est caché quand il les a vus. Marcus fit signe à Thomas de ne pas trop en révéler. Où sont-ils exactement? Demanda Thomas. Rue Hawk, numéro 245. Monsieur Mich, s'il vous plaît, venez vite. Je crains que ces hommes ne reviennent et Alex dit des choses très étranges sur son passé, des choses sur le fait d'avoir eu un autre nom avant. Thomas raccrocha et regarda Marcus avec un mélange d'espoir et de terreur. C'est maintenant ou jamais, dit Marcus, vérifiant son arme. Mais Thomas, prépare-toi. Si Alex est vraiment Sophia, cela signifie que des personnes très dangereuses sont toujours en liberté et qu'elles n'abandonneront pas facilement. Le refuge Temery était un vieux bâtiment en briques du sud de Chicago, entouré de hautes grilles qui auraient dû offrir de la sécurité, mais ressemblait plus à une prison. Thomas et Marcus arrivèrent en 5 minutes, mais il était déjà trop tard. La porte principale était entr'ouverte et il n'y avait personne à la réception. « Sarah !» cria Thomas, courant dans les couloirs vides. Sarah Chen, un faible gémissement, vint d'un bureau au fond. Ils trouvèrent la jeune travailleuse sociale au sol avec une blessure à la tête, mais consciente. Ils ont emmené Alex, dit-elle avec difficulté. C'étaient 3 hommes. L'un d'eux a appelé l'enfant par un autre nom. Quel nom? Demanda Marcus, l'aidant à s'asseoir. Sophie, dit-elle. Il a dit, bonjour, Sophie, tu nous as manqué. Le monde s'arrêta pour Thomas. Sophie, c'est ainsi qu'il appelait affectueusement Sophia. Ses jambes fléchirent et il dut s'appuyer contre le mur. Il y a combien de temps? Réussit-il à demander. 10 minutes au maximum. Ils sont allés au parking arrière. Thomas courut vers la fenêtre et vit une berline noire accélérer dans la rue. Mais ce n'était pas n'importe quelle berline. C'était le même modèle qui avait été vu près du parc le jour de la disparition de Sophia, 5 ans auparavant. Marcus, c'est la même voiture, cria-t-il, mais quand il se retourna, le détective était au téléphone avec une expression sombre. C'était la police, dit Marcus en raccrochant. Thomas, ce n'était pas seulement des ravisseurs. James Morrison a été retrouvé mort à Détroit ce matin. Balle dans la tête, exécution professionnelle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quelqu'un nettoyait les preuves. Et Alex, Sophia, elle est la seule témoin restante. Thomas sentit un désespoir viscéral s'emparer de lui. Après 5 ans, il avait retrouvé sa fille juste pour la perdre à nouveau. Mais cette fois, ce serait différent. Cette fois, il n'abandonnerait pas. Il doit y avoir quelque chose, dit-il furieux, une piste, un endroit où ils emmèneraient un enfant. Marcus parcourait ses anciens dossiers quand soudain il s'arrêta. Attends, il y a un endroit que nous avons investigué à l'époque, mais auquel nous n'avons jamais pu accéder. Un entrepôt abandonné dans la zone industrielle, enregistré au nom d'une société écran. Allons-y, Thomas. Nous devrions attendre des renforts. Non. Explosa Thomas. J'ai attendu 5 ans. Je n'attendrai pas une seule minute de plus. Ils coururent vers la voiture de Marcus et pendant le trajet de 20 minutes jusqu'à la zone industrielle, Thomas resta silencieux, se préparant mentalement à ce qu'il pourrait trouver. Sa fille avait survécu 5 ans comme prisonnière, élevée comme une autre personne. Le traumatisme qu'elle avait dû subir. L'entrepôt était exactement comme Marcus l'avait décrit, un bâtiment gris en béton sans fenêtre, entouré de terrains vagues. Il y avait une lumière allumée à l'intérieur. Là, murmura Marcus, montrant la berline noire garée sur le côté. Ils sont ici. Thomas voulait courir droit à l'intérieur, mais Marcus l'arrêta. Écoute, nous entrerons par le côté. S'il y a 3 hommes armés à l'intérieur, nous devons être intelligents. Ils contournèrent silencieusement le bâtiment jusqu'à trouver une porte de service entr'ouverte. Par la fente, ils purent entendre des voix tendues. La fille se souvient de beaucoup de choses, disait une voix masculine rauque. Elle a reconnu la photo. Il est dangereux de la garder en vie.
Nous ne pouvons pas la tuer ici, répondit une autre voix. Il y a beaucoup d'attention sur l'affaire maintenant à cause du père. Alors, que faisons-nous? Nous l'emmenons à l'endroit d'origine. Nous finissons le travail que nous avons commencé il y a 5 ans. Thomas dut se contrôler pour ne pas exploser de rage. Il parlait de tuer sa fille avec la même froideur qu'il parlerait du temps. Marcus fit signe de se positionner. À travers une fente dans le mur, Thomas vit enfin Alex, ou Sophia, attachée à une chaise au centre de l'entrepôt. Même de loin, il pouvait voir qu'elle pleurait. Alors quelque chose d'extraordinaire se produisit. Alex leva la tête et regarda directement là où Thomas se cachait, comme si elle pouvait le sentir. Et quand leurs yeux se rencontrèrent dans l'obscurité, elle murmura un seul mot que Thomas put lire sur ses lèvres, « Papa ». Tout doute s'évapora à ce moment. Ce n'était plus Alex, l'enfant des rues. C'était Sophia, sa fille, qu'il avait reconnue malgré 5 ans de lavage de cerveau et de traumatisme. Thomas ne put plus se contenir et défonça la porte avec un rugissement de rage primitive, prenant les 3 hommes complètement par surprise. Marcus entra juste derrière, l'arme dégainée. FBI, main en l'air. La fusillade qui suivit ne dura que quelques secondes, mais parut une éternité. Quand la fumée se dissipa, 2 hommes gisaient au sol et le 3e s'était enfui par la porte arrière. Thomas courut vers Sophia, la détachant de ses mains tremblantes. Elle se jeta dans ses bras, sanglotant. « Papa, j'ai toujours su que tu viendrais me chercher, » dit-elle d'une voix faible. « Ils ont essayé de me faire oublier, mais je ne t'ai jamais oublié. » Thomas la serra dans ses bras comme s'il ne la lâcherait jamais, les larmes coulant sur son visage. 5 ans de douleur, 5 ans de culpabilité, 5 ans de désespoir. Tout disparut dans cette étreinte. « Tu es en sécurité maintenant » murmura-t-il à son oreille. « Papa est là et je ne laisserai plus jamais personne te faire de mal. » 6 mois plus tard, Thomas était assis dans le jardin de sa demeure à Lake Forest, observant Sophia, qui avait choisi de garder le nom Alex comme partie de son identité, jouer avec Max, le Golden Retriever qu'il avait adopté spécialement pour elle. Le soleil de l'après-midi dorait ses cheveux, maintenant bien soignés et sains, et pour la première fois depuis des années, elle souriait sincèrement. La transformation avait été progressive et délicate. La docteure Elena Morrison, psychologue spécialisée dans les traumatismes infantiles, avait averti Thomas que la récupération serait un long processus. Sophia avait passé 5 ans à être forcée de vivre comme une autre personne, subissant des abus et étant constamment découragée de se souvenir de sa vie antérieure. Tous les souvenirs sont là, expliqua la docteure lors d'une des premières séances, mais ils ont été profondément supprimés par des mécanismes de survie. Elle aura besoin de redécouvrir qui elle est vraiment à son propre rythme. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Peu à peu, Sophia commença à se souvenir de petites choses. Le goût des crêpes que Thomas faisait le dimanche matin, la chanson qu'il lui chantait pour l'endormir, l'histoire de l'ours en peluche qu'elle appelait Monsieur Moustache. Chaque souvenir retrouvé était une petite victoire célébrée par eux deux. Le plus difficile avait été de gérer les cauchemars. Sophia se réveillait en hurlant de nombreuses nuits, revivant les traumatismes des dernières années. Thomas dormait dans un fauteuil à côté de son lit, prêt à la consoler chaque fois que nécessaire. Lentement, les cauchemars devinrent moins fréquents. « Papa » dit Sophia un après-midi alors qu'ils faisaient des biscuits ensemble dans la cuisine. « Je peux te demander quelque chose ? » ?»« N'importe quoi, ma chérie. »« Pourquoi n'as-tu jamais cessé de me chercher ?» Thomas cessa de pétrir la pâte et s'agenouilla à sa hauteur. « Parce que l'amour d'un père pour sa fille est inébranlable. Peu importe combien de temps passe, aussi loin que tu sois, cet amour demeure. J'ai toujours su dans mon cœur qu'un jour je te retrouverai. » Sophia le serra fort et Thomas sentit une larme couler sur son visage, non de tristesse, mais de profonde gratitude. Le 3e homme qui s'était enfui de l'entrepôt fut capturé 2 semaines plus tard par la police. Lors du procès, toute l'étendue de l'opération criminelle fut révélée. C'était un réseau international de trafic d'enfants qui opérait depuis des décennies, altérant les identités et vendant des mineurs à des familles qui payaient pour des adoptions illégales ou à des fins encore plus sombres. Marcus avait découvert que Sophia avait été gardée par les Morrison spécifiquement parce que son apparence avait été altérée avec des coupes de cheveux et des vêtements masculins, la rendant méconnaissable. Le plan original était de la vendre à une famille à l'étranger, mais lorsque les enquêtes s'intensifièrent après la disparition, ils décidèrent de la garder cachée jusqu'à ce que la tension se dissipe.
Justice a été rendue, dit Marcus lors d'une visite. 23 arrestations, dont 3 juges corrompus qui facilitaient les adoptions illégales. Et le plus important, nous avons réussi à localiser 17 autres enfants disparus. Thomas se sentait reconnaissant d'avoir contribué à cette justice, mais sa priorité principale était Sophia. Il avait transformé complètement sa vie pour se dédier à elle. Il vendit la plupart de ses affaires, licencia le personnel superflu et créa une atmosphère familiale chaleureuse qu'elle n'avait jamais connue auparavant. À l'école privée où Sophia étudiait maintenant, elle se distinguait par son intelligence et sa détermination. Elle a une force intérieure extraordinaire, dit sa professeure principale. C'est comme si elle avait vécu des expériences qui l'avaient rendue plus mature et empathique que les autres enfants de son âge. Un soir, alors que Tom abordait Sophia dans son lit, elle dit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. « Papa, je pensais que toutes les mauvaises choses arrivaient à cause de moi, mais maintenant je comprends que non, j'étais bénie. » Pourquoi, ma chérie? Parce que pendant toutes ces années terribles, tu me cherchais et cela m'a donné la force de ne jamais abandonner complètement. Thomas embrassa son front et murmura, « Et toi, tu m'as donné une raison de ne jamais cesser de croire au miracle. » En sortant de la chambre, Thomas réfléchit à la façon dont sa vie avait changé. Il avait passé 5 ans comme un homme brisé, consumé par la perte et la culpabilité. Maintenant, il était à nouveau un père complet, entièrement dédié au bien-être de sa fille. La leçon qu'il avait apprise était simple, mais profonde. L'amour véritable n'abandonne jamais, même lorsque toutes les preuves suggèrent qu'il devrait le faire. Et parfois, lorsque nous nous y attendons le moins, l'univers nous récompense pour cette foi inébranlable. Si cette histoire a touché votre cœur et que vous croyez au pouvoir de l'amour qui n'abandonne jamais, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car parfois les miracles se produisent pour ceux qui ne cessent jamais de croire.